Le 2 septembre 2016, dans une petite ville du Texas, deux adolescentes rentraient paisiblement de l'école lorsqu'un bruit assourdissant a brisé le silence. Des coups de feu. En pleine journée, au milieu d'un quartier résidentiel, leur vie a basculé en quelques secondes. L'une d'elles ne rentrera jamais chez elle. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire tragique de Lorraine Landavazo, une affaire qui a bouleversé une communauté entière, révélé les ténèbres d'un jeune homme rongé par l'obsession et donné naissance à un combat pour la justice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons donc traiter de l'affaire de Lorraine Landavazo et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Il y a un peu plus de 15 heures, le vendredi 2 septembre 2016, juste avant le week-end de la fête du travail. Lorraine Landavazo et Makayla Smith, deux meilleures amies âgées de 13 ans, rentrent à pied de leur collège à Wichita Falls, au Texas. Elles empruntent le même chemin qu'elles prennent chaque jour, discutant et riant ensemble, comme le font souvent les meilleures amies. Leur lien est très fort, et lorsqu'elles ne sont pas ensemble, elles s'envoient des SMS sans arrêt, bien qu'elles vivent dans le même quartier et qu'elles se voient quasiment tout le temps. Lorraine est très proche de ses parents, Vernon et Bianca. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 3 enfants et la seule fille. Après la naissance de ses deux frères, Jordan et Tim, ses parents pensaient avoir terminé leur famille. Mais 10 ans plus tard, Lorraine est arrivée et tout le monde était non seulement surpris, mais aussi extrêmement heureux. Lorraine devient rapidement une adolescente aimante, gentille et pleine de compassion, une véritable amoureuse des animaux. Elle n'a pas peur de montrer son affection à ses proches, et même si l'école n'est pas sa grande passion, malgré ça, elle met toujours du cœur à l'ouvrage et parvient à obtenir de très bonnes notes, ce qui rend ses parents et amis très fiers. En dehors de Makayla, Lorraine est une jeune fille assez populaire, et elle a également un petit ami nommé Donovan Chick. Ce dernier partage le même avis que ses amis. Lorraine est le genre de personne avec qui tout le monde aime passer du temps. Makayla, quant à elle, vit aussi dans le même quartier et partage une amitié très solide avec Lorraine. Elle vient d'une famille très religieuse, étant la 3e enfant de 4 enfants, avec 2 frères aînés et une sœur cadette. Tout comme Lorraine, c'est une jeune fille qui est réputée pour être très gentille mais également très intelligente et appréciée de tous. On en revient alors au vendredi 2 septembre 2016 et cette journée, elle commence normalement, tout est comme d'habitude. Le père de Lorraine, ayant pris un jour de congé, prévoit de passer sa journée à faire des courses et à s'occuper des travaux domestiques afin de préparer un week-end de fête du travail agréable en famille. Les filles se retrouvent et partent ensemble pour l'école, une routine qu'elles répètent chaque jour. La journée se déroule sans incident majeur, elles suivent les cours, tout se passe bien et à 15h05, elles quittent l'école pour commencer leur promenade de retour à la maison. Ce trajet inclut une ruelle, un raccourci qui est utilisé par littéralement tous les jeunes du quartier. Malheureusement, ce jour-là, l'une d'entre elles ne parviendra jamais à rejoindre cette ruelle ni à rentrer en toute sécurité chez elle. Au moment où elle marche, une voiture dorée s'arrête brusquement à côté d'elle. Un jeune homme est au volant et les fixe intensément, scrutant chacune d'elles du regard. Un peu effrayées mais pensant qu'il n'y a aucune mauvaise intention, les filles reprennent leur chemin. Mais en l'espace de quelques secondes, l'air se remplit soudainement de tirs répétés. 16 coups de feu pour être exact. Un seul touche Makayla, tandis que 15 autres frappent Lorraine. Makayla, la première à être touchée, réussit à se relever, à tituber, puis a commencé à courir pour sa vie, malgré la douleur intense de la balle qui avait pénétré sa poitrine, laissant le sang couler sur son corps. L'instinct de survie prend le dessus, fort heureusement, mais en réalisant que sa meilleure amie, Lorraine, ne la suivait pas, elle se retourne. Et là, c'est littéralement une vision d'horreur qu'elle a devant elle, puisqu'elle aperçoit sa meilleure amie allongée sur le sol. Et ce genre de vision, c'est traumatisant pour tout le monde, mais imaginez, pour une enfant de 13 ans, ça doit être encore plus traumatisant.
Paniquée, elle crie à l'aide et se précipite vers d'autres enfants qui empruntaient également le même chemin du retour de l'école. Tombant à genoux devant eux, elle aperçoit la voiture s'éloigner. En hurlant de toutes ses forces le prénom de Lorraine, elle espère entendre un bruit, de la voir bouger, faire quelque chose, le moindre signe de vie de la part de sa meilleure amie. Mais le silence règne, l'adolescente ne bouge plus. Elle commence à douter elle-même de sa propre survie, mais dans un dernier effort, elle parvient à sortir son téléphone et compose le numéro de sa mère. Ces mots, à peine audibles, sont ces derniers. « Maman, on m'a tiré dessus et Lorraine ne bouge plus. » La fusillade avait eu lieu si près de l'école que les détonations de 16 coups de feu avaient été entendues à l'intérieur des locaux. Évidemment, une panique générale s'est de suite déclenchée. Comme c'est malheureusement trop souvent le cas aux États-Unis, les enseignants, ayant appris la nouvelle, se précipitent pour sécuriser les enfants encore présents sur le terrain, ne sachant pas s'il s'agissait d'un tireur actif dans l'enceinte de l'établissement ou si c'était à l'extérieur. Et dans ce genre de moment, il vaut mieux prendre toutes les précautions possibles et de superviser la sécurité des enfants. Donc même si c'était entre guillemets une fausse alerte pour l'école, ils ont fait de leur mieux pour pouvoir protéger tous les élèves. La nouvelle d'une fusillade à l'école s'est répandue très rapidement, alimentant la terreur parmi les parents et les proches. Les ambulances se précipitent sur place et Bianca, la mère de Lorraine, reçoit un appel d'un ami lui annonçant qu'il y a eu une fusillade à l'école et que certains élèves ont été abattus. Le cœur lourd, Bianca commence à souffrir en pensant aux parents qui, chaque jour, envoient leur enfant à l'école en sachant qu'une telle tragédie pourrait survenir à tout moment. Et bien que ce type de situation soit plus fréquent aux États-Unis, tous les parents du monde redoutent que leurs enfants n'aient à vivre une telle horreur. Lorsque Lorraine ne rentre toujours pas chez elle, un sentiment de panique s'installe dans l'estomac de Bianca. Elle se précipite alors vers l'école, espérant croiser les filles en chemin. Pendant ce temps, Vernon, le père de Lorraine, se précipite dans son camion pour rejoindre l'école à son tour. Plus tard, il dira qu'il ne cessait de se dire pendant son trajet que parmi les 1000 élèves présents ce jour-là, il était littéralement impossible que sa fille fasse partie des victimes. De manière complètement dévastatrice, alors que Bianca arrive au bout de la ruelle, à pied, elle découvre les ambulanciers en train de travailler frénétiquement sur le corps de sa fille. Ses cris de détresse résonnent dans les rues et des témoins se souviendront à jamais de l'horreur qui se trouvait dans sa voix. Elle appelle alors son mari, Vernon, toujours dans un état de choc, et à cet instant, il comprend ce qui se passe. Arrivant sur les lieux, il aperçoit sa fille unique, allongée sur le sol dans une mare de son propre sang. La police et les ambulanciers paramédicaux envahissent la zone, empêchant les parents de se rapprocher de leur enfant. Bien que ces derniers puissent quand même voir au loin Makayla être transportée dans une ambulance, ils ne comprennent pas pourquoi Lorraine ne reçoit pas le même traitement. Le cauchemar devient malheureusement une réalité lorsque l'on place un drap blanc sur le corps de cette dernière. Le médecin légiste déterminera plus tard qu'elle avait été touchée par 15 balles tirées à l'aide d'un fusil. Les blessures ont affecté plusieurs parties de son corps, notamment ses mains, sa poitrine, son foie, sa colonne vertébrale, mais également son épaule. Cependant, 2 balles avaient été tirées directement dans sa tête, dont l'une a été identifiée comme étant le coup fatal. On estime que le tireur se trouvait à environ 1 mètre seulement de distance lorsqu'il a tiré les balles sur ses victimes. Du côté de Makayla, quant à elle, elle a rapidement été transportée à l'hôpital pour qu'elle puisse avoir des soins d'urgence. Ses parents, complètement dévastés, se sont empressés pour pouvoir se rendre à ses côtés. Lors de la chirurgie, le médecin a découvert que la balle était logée dans sa poitrine, mais en tentant de l'extraire, il s'est rendu compte que si jamais il le faisait, eh bien ça pourrait aggraver les blessures de cette dernière, voire même la conduire jusqu'au décès. Donc par conséquent, la décision lors de cette opération a été de laisser la balle en place dans l'espoir que son corps finirait un jour par modifier sa position. Je pense que ce soit en bougeant ou peut-être juste en cicatrisant, j'imagine, ce qui rendrait donc l'opération de retrait beaucoup moins risquée pour la vie de l'adolescente. Mais ça ne s'est absolument pas produit comme ça, puisque à ce jour, la balle est toujours présente dans le corps de cette jeune femme et reste malheureusement un souvenir physique tragique du pire jour de sa vie. Bon, au moins, on peut quand même se réjouir que cette dernière ait pu être sauvée, malgré le fait qu'elle restera traumatisée, certes, et avec une cicatrice et une balle dans son corps pour un temps encore inconnu.
La chambre d'hôpital de Makela était gardée par des policiers, tandis que d'autres agents se lançaient dans la recherche du tueur de Lorraine. Heureusement, bien que la balle soit restée en place, Makela était suffisamment éveillée et stable pour pouvoir fournir une description du tireur. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un homme blanc, jeune, aux cheveux bruns un petit peu ébouriffés, avec un gros nez et également des boutons d'acné. C'est alors le début d'une enquête de chasse à l'homme pour punir l'agresseur qui a pris la vie d'une enfant, détruit des familles et traumatisé sa meilleure amie. Le chef de la police, Manuel Borrego, organise une conférence de presse pour encourager la communauté à rester vigilante. Il demande évidemment à toute personne ayant des informations, même minimes, de se manifester, notamment si jamais il y avait des images de surveillance qui étaient disponibles, surtout celles que certains propriétaires de maisons peuvent mettre devant chez eux au niveau du porche, et donc on aurait pu voir, pourquoi pas, passer le véhicule et même reconnaître le visage de l'homme si jamais les images étaient suffisamment nettes. Bref, vous en doutez, dans ce genre d'affaires, le moindre indice pourrait s'avérer crucial pour retrouver l'assassin, et chaque enquêteur s'est mis à agir d'une rapidité remarquable. La description détaillée de Makela, accompagnée des témoignages de témoins, permet à la police de publier très rapidement un croquis du suspect. La communauté, secouée et bouleversée par ce qui vient de se passer, perd son sentiment de sécurité alors que le tueur reste en liberté. L'entrée de la ruelle où l'incident s'est produit devient un lieu de recueillement pour Lorraine et un symbole de soutien pour Makela, qui lutte pour se remettre de ses blessures. Les fleurs et les cadeaux s'accumulent, tandis que des parents, désormais inquiets, expriment leur crainte de laisser leur enfant sans surveillance, un sentiment parfaitement compréhensible dans un tel contexte. Les Crime Stoppers de Wichita Falls offrent alors une récompense de 2500 $ pour toute information qui permettrait d'arrêter le tireur. La solidarité de la communauté locale a également fait des merveilles, car des entreprises ainsi que des habitants ont réuni plusieurs fonds supplémentaires, permettant ainsi de porter la récompense à 8500 $. Bianca, la mère de Lorraine, s'est également rendue sur Facebook pour s'adresser directement au tueur, le qualifiant de fils de flûte et jurant qu'il sera retrouvé et qu'il devra en payer le prix. Elle rappelle également à tous que la mort de sa fille a profondément affecté son petit ami, Donovan, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui, comme ses amis, perd une personne très chère à ses yeux. La famille de Makela lance également un appel désespéré à la population pour obtenir des informations. Ils expriment l'espoir que personne ne se retrouve dans la même position tragique que celle de la famille des victimes. Heureusement, très rapidement, des signalements commencent à arriver. Mais comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, il faut y aller avec des pincettes puisque beaucoup proviennent de personnes peu fiables ou d'informations qui ne mènent finalement à un rien de concret. Alors je précise quand même que tout ceci vient de se dérouler en espace de 48 heures seulement, les 48 heures qui ont suivi l'incident, et qui sont donc les heures les plus importantes dans une affaire criminelle. Et encore une fois, le cas de Lorraine l'a prouvé, puisque à peine 48 heures après l'incident, un appel a été reçu sur la ligne d'information, et celui-ci, il valait la peine d'être écouté parmi toutes les informations qu'ils ont pu recueillir depuis le début. Une citoyenne préoccupée a appelé pour dire qu'elle avait vu le croquis composite du tireur et qu'elle souhaitait partager quelque chose qu'elle avait observé le fameux jour du meurtre. Elle a expliqué qu'un de ses voisins dans l'immeuble d'appartement Fountain Gate correspondait non seulement à la description et au croquis du suspect, mais qu'elle avait vu ce jour-là, l'après-midi du meurtre, arriver chez lui complètement nerveux et agité, avec ce qui semblait être un étui à fusil. Elle a également révélé aux enquêteurs que la voiture du suspect était un véhicule doré et qu'elle avait noté sa plaque d'immatriculation. En plus de cette découverte, c'est vraiment merveilleux, l'immeuble de l'appartement Fountain Gate se trouvait à seulement quelques pas de la ruelle où Lorraine avait été abattue. Puis, dans un autre coup de chance, alors que cette information venait juste d'être transmise aux enquêteurs, un autre appel a été reçu. Il provenait d'un couple qui venait de voir un jeune homme se garer près du site commémoratif de fortune dédié à Lorraine et Makela. Et quel type de voiture conduisait-il ? Une voiture dorée. Et alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, des voitures dorées, j'ai dû en voir une ou deux tout au plus dans ma vie. On en voit vraiment rarement de ce type de couleur. C'est clairement pas la couleur qui court le plus les rues. Les officiers ont donc immédiatement abandonné tout le reste et se sont précipités sur le lieu du meurtre.
Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont aperçu la voiture dorée s'éloigner dans la direction opposée. En vérifiant rapidement le numéro de la plaque d'immatriculation qu'ils avaient obtenu via l'appel de la voisine, ils se sont rendus compte que bingo, c'était un match, et donc ils ont fait demi-tour pour rattraper le véhicule. Lorsqu'ils ont demandé au conducteur de s'arrêter, il l'a fait sans hésiter, et quand les agents se sont approchés, ils ont découvert que le conducteur était un jeune homme blanc, aux cheveux bruns et avec de l'acné. Tout semblait alors enfin s'aligner. Les policiers lui ont demandé de sortir du véhicule et de leur accorder la permission de la fouiller. Sans aucune inquiétude, et même avec une certaine assurance, il a accepté. L'immatriculation de la voiture appartenait à Cody Osinlot, un jeune homme de 20 ans. Lors de la fouille de ce véhicule, il est devenu évident que la voiture avait récemment été nettoyée de fond en comble. Bien que ce ne soit pas illégal en soi, tant mieux si les gens lavent leur voiture, bien au contraire, l'état de cette voiture en particulier, avec tout ce qui tourne autour, a immédiatement attiré l'attention des officiers, d'autant plus qu'ils soupçonnaient que ça puisse être le véhicule du tueur. Bien que la fouille n'ait rien révélé concernant la fusillade de Lorraine, l'un des policiers a trouvé une paire d'articulations en laiton dans la voiture, ce qui a été une excellente nouvelle. En effet, les articulations en laiton étaient illégales au Texas à l'époque, ce qui leur a donné une raison légitime d'arrêter Cody et de l'emmener pour un interrogatoire. Si ces objets n'avaient pas été retrouvés, il n'aurait pas eu d'autre choix que de le laisser partir, et potentiellement Cody aurait pu tenter de prendre la fuite en attendant que les policiers trouvent quoi que ce soit d'autre contre le jeune homme. Ce dernier a donc été immédiatement arrêté et inculpé de possession d'une arme mortelle, une infraction qui, en soi, pouvait entraîner une lourde amende ou une peine de prison. Une fois en salle d'interrogatoire, les enquêteurs l'ont interrogé sur la fameuse fusillade. Alors qu'il était accroupi contre le mur, il a d'abord feint l'ignorance, niant absolument toute implication. Mais après quelques coups de pression, il a fini par dire ceci. Ok, je ne l'ai pas fait, mais je sais qui l'a fait. Les enquêteurs ont trouvé cette déclaration particulièrement suspecte car ils avaient déjà de nombreux témoins qui l'avaient vu, lui et sa voiture, sur les lieux du crime et il correspondait parfaitement à la description donnée. Malgré la tension ambiante, les enquêteurs ont continué à faire preuve de patience avec Cody, jouant la carte de la sympathie et de l'écoute pour instaurer un semblant de lien, et ça a payé. Petit à petit, il s'est détendu, jusqu'à ce que son excès de confiance prenne le dessus. Lorsqu'ils ont évoqué à quel point le meurtre semblait insensé, ce dernier a réagi, presque offensé par ce que les policiers venaient de dire. D'un ton complètement indigné, il leur a lancé que ce n'était pas insensé du tout, et qu'au contraire, il avait soigneusement planifié toute l'opération avec l'aide du diable. Oui, le diable. Aussi absurde que cela puisse paraître, il venait sans le réaliser de faire une confession. Il avait admis avoir tiré sur Lorraine. Et c'est à partir de là que l'histoire prend une tournure encore plus glauque, presque surréaliste. Tout aurait commencé, selon ses dires, lorsqu'il avait un jour aperçu Lorraine passer devant son immeuble. Elle était belle, rayonnante, et ce simple passage a suffi à captiver Cody. Dès lors, il avait commencé à se poster à sa fenêtre chaque jour, à l'heure de la sortie des classes, juste pour pouvoir l'apercevoir. Il l'observait à distance, en silence, nourrissant une obsession malsaine pendant une année entière. Oui, une année entière, c'est énorme, c'est excessif. Au fil des mois, cette fixation s'est transformée en fantasme, et dans son esprit, il s'est convaincu que Lorraine était à lui, qu'elle lui appartenait. Bien qu'il ait eu des relations auparavant, elles n'avaient jamais duré. Ses exigences étaient irréalistes et son comportement instable avait rapidement fait fuir les filles. Et ça se comprend, parce que si elle aussi il les stalkait comme il stalkait une inconnue, on peut comprendre effectivement que ces jeunes femmes fuyaient. Et c'est ainsi donc qu'il a fini par construire un monde imaginaire où Lorraine, cette adolescente de 13 ans, je le rappelle, était sa compagne, sa promise, une figure centrale dans une relation entièrement inventée. Elle ne connaissait même pas l'existence de ce jeune homme. Mais un jour, tout a basculé. Alors qu'il observait Lorraine comme à son habitude depuis sa fenêtre, il l'a vue accompagnée d'un garçon, un adolescent, sans doute de son âge, qu'elle tenait par la main. Et ce simple geste innocent a déclenché une rage sourde, incontrôlable chez Cody. Et oui, la jeune fille était en couple avec notre certain Donovan.
Et c'est tout à fait naturel, c'est une jeune fille de 13 ans, elle rencontre des petits amis au collège, elle a un petit copain qui a son âge, et Cody est un jeune homme de 20 ans qui voue une obsession pour cette dernière alors qu'il ne la connaît même pas, et inversement. Quoi qu'il en soit, à cet instant précis, lorsqu'il l'a vue avec son petit ami, sa passion s'est transformée en haine. Aveuglé par la jalousie, il s'est persuadé que Lorraine l'avait alors trahi. Et dans sa logique complètement tordue, elle devait en payer le prix. Il la connaissait si bien, ou plutôt, il avait si longtemps observé ses habitudes, qu'il n'a eu aucun mal à établir un plan pour pouvoir lui faire du mal. Il connaissait ses horaires, il connaissait ses trajets, et savait précisément où et quand elle passait. Le vendredi de la fusillade, ce dernier était prêt. Ce matin-là, Cody s'était drogué, une chose qu'il faisait d'ailleurs régulièrement. Il avait consommé de la marijuana trempée dans du PCP, une substance hallucinogène, et en plus avait avalé 80 mg d'un opioïde qu'on lui avait prescrit. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas inhabituel pour ce dernier, puisque depuis ses 13 ans, il consommait régulièrement de la drogue et des analgésiques puissants. Après s'être drogué, il avait pris l'un des fusils appartenant à son beau-père, puis a attendu le bon moment. Lorsque Lorraine et Makayla sont apparus dans son champ de vision, il a couru jusqu'à sa voiture, a démarré et les a interceptés près d'une ruelle. Il a tiré une première fois, visant Makayla uniquement pour garder les autres balles pour Lorraine, et lorsqu'il a vu Lorraine s'effondrer, il a pensé que c'était terminé, qu'elle était morte ou au moins grièvement blessée. Mais en voyant Makayla s'enfuir, il a compris qu'elle pourrait l'identifier. Il a alors tenté de tirer à nouveau, mais pas de chance pour lui, et heureusement pour absolument tout le monde, il n'y avait plus de munitions. Et ce qui est vraiment horrible, c'est que c'est uniquement pour cette raison qu'il a déclaré froidement que Makayla est toujours en vie aujourd'hui. Selon lui, s'il n'avait pas été aussi déterminé à viser Lorraine, il aurait gardé assez de balles pour l'achever elle aussi. Et ce qui suit est encore plus dérangeant. Il a raconté ses faits aux enquêteurs avec un calme glacial, comme s'il racontait une anecdote banale, comme par exemple « hier j'ai été acheter des bananes ». Puis soudain, il a changé de ton. Il s'est redressé, s'est animé, et leur a dit qu'il se considérait comme un héros. Dans son délire, il croyait qu'en tuant Lorraine, il lui avait en réalité épargné toute une vie de souffrance. Il a affirmé très sérieusement, en croyant profondément en ce qu'il disait, que le monde est rempli de dangers, de prédateurs, et que tôt ou tard, elle aurait fini par tomber entre de mauvaises mains. Selon lui, en mettant fin à sa vie maintenant, à l'âge de 13 ans, il l'avait sauvée des pires atrocités. Lui et le diable, car il insistait sur leur collaboration, avaient conclu que c'était la meilleure chose à faire pour elle. Essayant désespérément de le ramener à un semblant de réalité, les enquêteurs ont fini par recentrer leurs questions sur un aspect plus concret. Ses faits et gestes immédiatement après la fusillade. Et Cody, d'un ton toujours aussi détaché face à tout ce qui vient de passer, leur a expliqué qu'il avait simplement paniqué. Il s'était emparé du fusil, s'était enfui et avait balancé l'arme dans un champ voisin, persuadé que ça effacerait toute trace de son crime. Ah oui, évidemment. Et une fois rentré chez lui, la panique était revenue, encore plus forte. Il avait compris que le fusil appartenait à son beau-père et que ce dernier s'apercevrait forcément de sa disparition. Alors quand il a vu que personne ne surveillait les alentours, il était retourné dans le champ, avait récupéré l'arme, puis l'avait replacée soigneusement dans l'armoire d'où il l'avait prise, comme si rien ne s'était passé. Comme si le simple fait, finalement, de remettre l'objet à sa place allait suffire à effacer tout le sang qui avait été versé. Dans son esprit pourtant, c'était logique et ça allait se passer comme ça. À ses yeux, il n'avait aucun lien officiel avec Lorraine ou avec Makayla. Personne ne l'avait déjà vu un jour avec elle. Elle ne faisait pas partie de sa vie officiellement, puisque Lorraine faisait partie de sa vie uniquement dans ses délires obsessionnels. Alors, il s'était convaincu qu'il passerait entre les mailles du filet. Malheureusement, pour lui, uniquement, encore une fois, il avait omis un tout petit détail. La scène du crime s'était déroulée en plein jour, sur une voie publique, sous les yeux de nombreux témoins. Et ces témoins avaient vu. Ils avaient tout vu. Lorsque les enquêteurs ont tenté de comprendre l'origine de son obsession pour Lorraine, ils se sont retrouvés face à un Cody encore plus expressif, presque enthousiaste. Il leur a expliqué avec une sorte d'excitation étrange dans la voix
qu'il voulait simplement une petite amie. C'est tout. C'est absolument tout. Il pensait que Lorraine était la fille parfaite pour lui. Et lorsqu'il avait découvert qu'elle avait un petit copain, eh bien cette révélation avait déclenché en lui une fureur glaciale. Dans sa tête, un raisonnement aussi simple qu'effrayant s'était imposé. Si elle ne pouvait pas être à lui, alors personne d'autre ne pourrait l'avoir. Mais ce n'était que le début, car c'est à ce moment-là que son histoire a pris une tournure encore plus tordue. Oui, c'est possible. Cody a commencé à parler d'une entité qu'il aurait donc consultée avant de passer à l'acte, le diable. Alors oui, je voulais vite fait mentionner avant, mais je vais vous expliquer ce que Cody entend par là lorsqu'il parle du diable et de sa fameuse collaboration avec ce dernier. Pour lui, ce n'est pas une simple figure symbolique ou une métaphore du mal. Non. Il parlait, selon ses mots, de Monsieur Scratch en personne, le roi du monde souterrain, le démon en chef. Il a admis avoir eu quelques hésitations, quelques doutes, mais selon lui, tout s'était dissipé lorsque Monsieur Scratch lui avait affirmé que Lorraine devait payer. À partir de là, son esprit avait été entièrement absorbé par cette mission, comme il l'appelait froidement. Et dans sa logique complètement délirante, tout s'était déroulé comme prévu. Les enquêteurs, évidemment, face à ce discours complètement perché, j'ai envie de dire, et presque irrespectueux envers la victime, eh bien les enquêteurs, ils en ont eu assez. Ils en ont eu marre, ils étaient à bout d'entendre le discours de ce jeune homme, et une nouvelle fois, ils ont simplement placé Cody en état d'arrestation, mais contrairement à la première fois, c'était cette fois-ci pour meurtre au premier degré, ainsi que pour agression aggravée avec une arme mortelle. Puis, en s'appuyant sur ses propres aveux, en particulier le fait qu'il avait remis le fusil dans l'armoire de son beau-père, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison de ses parents. Une équipe de détectives s'est immédiatement rendue sur place, et comme Cody l'avait indiqué, l'arme était bien là, encore couverte de terre et de résidus végétaux. Mais ce n'est pas tout. Une fouille plus approfondie, notamment de ses appareils électroniques, a permis de faire une découverte encore plus choquante. Sur son téléphone portable, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses images pédographiques. Certains montraient des enfants dans des positions et des situations insoutenables, ayant des relations sexuelles avec des adultes, et l'un d'eux n'avait que 8 ans. Face à cette horreur, une accusation supplémentaire a immédiatement été ajoutée à son dossier, possession de pédopornographie. Une charge de plus qui s'ajoutait à une liste déjà largement accablante. Et malgré tout ça, malgré ses aveux détaillés, les preuves matérielles, les témoignages, tout ce que l'on a finalement contre Cody, eh bien ce dernier a eu le culot d'oser plaider non coupable pour tous les chefs d'accusation. Il a été placé en détention, la caution était fixée à 4 millions de dollars, un montant évidemment hors d'atteinte pour sa famille, c'était le but, ce qui a au moins permis de garantir que jusqu'à son procès, il resterait enfermé et loin de la société. De leur côté, les enquêteurs ont poursuivi leur travail méticuleux afin de monter un dossier en béton et être sûr et certain que cet homme passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Et très vite, la nouvelle de l'arrestation de Cody Lott a fait le tour de la ville. Dans le voisinage, dans son ancien lycée, dans sa famille, tout le monde en parlait. Et si certains ont été bouleversés d'apprendre ce qu'il avait fait, d'autres, étonnamment, n'ont pas été surpris. En particulier, une personne, Hailey Clayton, son ex-petite amie. Bon, pour le coup, il n'y a presque pas de détails sur la vie de Cody, on ne connaît même pas sa date de naissance, hormis qu'il est né en 96. On sait cependant que le jeune homme avait déjà laissé derrière lui une longue traînée de violence bien avant cette terrible journée de septembre. Une de ses victimes, Hailey Clayton, son ex-petite amie, avait partagé son témoignage glaçant avec la chaîne locale QAS TV. Elle avait rencontré Cody au lycée, et leur relation avait duré près de 2 ans. Mais pendant toute la deuxième moitié de leur histoire, elle avait vécu un enfer à ses côtés. Elle a révélé que Cody était devenu de plus en plus abusif, autant physiquement que mentalement. À plusieurs reprises, il avait exercé une violence extrême. Une fois, il avait tenté de l'étrangler avec une ceinture de sécurité, et une autre, il lui avait cogné la tête contre le tableau de bord d'une voiture. Et ce n'était pas tout. Un jour, il l'avait violemment poussée dans les escaliers. Ils avaient pourtant essayé de reconstruire quelque chose ailleurs. Ensemble, ils avaient déménagé dans le Colorado pour s'installer chez la mère de Hailey. Mais ce changement de décor n'avait rien arrangé. Au contraire, Cody ne s'était pas calmé, et cette fois, il ne se cachait même plus. Bah oui,
On croit souvent qu'en déménageant nos problèmes, ça va les arranger, mais pas du tout. La seule chose qu'on fait, c'est prendre nos problèmes et les déplacer ailleurs. Ce n'est pas comme ça qu'on les règle. Mais heureusement pour la jeune fille, lorsque la mère de Haley avait compris l'étendue des violences, elle avait immédiatement pris les choses en main et l'avait mis dehors. Haley avait alors saisi cette chance pour pouvoir rompre avec lui. Cody est retourné au Texas, tandis qu'elle, soulagée, était restée vivre au Colorado pendant une année supplémentaire, pensant enfin avoir tourné la page. Mais cette paix a malheureusement été de courte durée. Lorsqu'elle était de retour au Texas, Haley avait déjà refait sa vie. Elle avait rencontré quelqu'un de nouveau, s'était fiancée et avait eu un petit garçon. Une petite famille, un nouveau départ, tout était parfait. Mais malheureusement, Cody l'avait appris et cette nouvelle l'avait rendu furieux. Il n'avait clairement pas supporté de voir Haley heureuse sans lui. Elle a déclaré qu'il était alors devenu ouvertement menaçant, allant jusqu'à dire qu'il les retrouverait, qu'il les forcerait à avoir un accident de voiture, puis qu'elle les torturerait avant de les tuer. Haley avait évidemment bien tenté de demander une ordonnance restrictive contre ce dernier, mais elle n'avait reçu aucune aide de la part de la police locale. Malgré le blocage de son numéro de téléphone, de l'avoir bloqué sur ses réseaux sociaux, Cody avait continué à la harceler, en passant cette fois par le portable de son fiancé, qui lui, ne l'avait pas bloqué puisque, de base, ils ne se connaissent pas. Le dernier de messages de Cody avait été envoyé à 10h22 le matin du vendredi 2 septembre 2016, le jour même de la fusillade. Dans ce SMS, il avait écrit qu'il voulait kidnapper Haley, son fiancé et leur fils, puis les torturer tous les trois, en forçant son fiancé à regarder les sévices infligés à sa compagne et à leur enfant. Ce message glaçant est devenu une pièce majeure dans l'enquête. Ce qui est encore plus troublant, c'est que lorsqu'ils ont reçu les premières informations reliant Cody et la fusillade, les enquêteurs ont immédiatement su de qui il s'agissait. Ils connaissaient malheureusement déjà son nom, puisque 14 mois plus tôt, alors qu'il vivait chez sa grand-mère, il avait déjà eu affaire à la police dans ce qu'ils ont qualifié d'impasse armée. À la suite de cet incident, ses parents l'avaient placé dans un établissement psychiatrique où un diagnostic avait été posé, un trouble schizoaffectif. Ce trouble mêle des symptômes de la schizophrénie, hallucinations, délires et tout ce qui engendre donc la schizophrénie, à ceux des troubles de l'humeur, comme la dépression, la manie ou l'hypomanie. Après avoir quitté l'école, il n'avait, dû à cette maladie, jamais réussi à garder un emploi. Il avait donc passé la plupart de ses journées à consommer des opioïdes et à fumer de l'herbe, des habitudes financées par sa mère, Christy, qui semblait absolument tout lui laisser passer. Plusieurs personnes l'ayant côtoyé ont décrit son enfance comme celle d'un gamin pourri gâté, protégé à l'extrême par sa mère depuis toujours. Et selon plusieurs témoins, ce jeune homme avait toujours eu quelque chose d'étrange. Mais ce qui les avait le plus frappés, c'était sa capacité à paraître parfaitement normal quand ça l'arrangeait. Il pouvait se montrer tout à fait sociable, poli, fonctionnel, puis basculer soudainement dans une violence incontrôlable sans prévenir. Et cette dualité avait duré toute sa vie. Mais ça, c'est probablement dû à sa maladie mentale. Face à une tragédie d'une telle ampleur, la communauté de Wichita Falls, bien que profondément choquée, a choisi de réagir avec solidarité. Même si l'affaire occupait tous les esprits, chacun savait qu'il fallait mettre de côté l'horreur, ne serait-ce que temporairement, pour soutenir ceux qui restaient. D'abord Makela qui avait miraculeusement survécu, mais aussi la famille de Lauren, détruite par la perte. La ville tout entière s'est mobilisée pour les victimes. Sur la rue principale, 1 millier de rubans bleus ont été accrochés en hommage à Makela, puisque c'était sa couleur préférée. Dans le collège que fréquentaient les deux adolescentes, élèves comme professeurs se sont habillés de violet en mémoire de Lauren, dont c'était la couleur préférée. Des cellules d'écoute et des conseillers spécialisés dans le deuil ont également été mis en place pour accompagner les élèves et le personnel, tentant d'apaiser autant possible le traumatisme collectif. Après la tragédie, la solidarité de la communauté n'a pas faibli pour autant. Plusieurs cagnottes ont été mises en place pour aider les familles, et l'une a d'ailleurs permis de couvrir les frais des funérailles de Lauren, tandis qu'une autre a été dédiée aux importantes factures d'hôpital de Makela, puisqu'elle a dû recevoir des soins hyper lourds, très importants et surtout très longs, ce qui coûte extrêmement cher aux États-Unis. Mais une fois ces besoins urgents réglés, la famille Landavazo a tenu à transmettre un message clair. S'il restait des personnes désireuses d'aider, elles étaient invitées à faire des dons à des associations locales. En particulier à celles qui œuvrent pour la protection des animaux, un domaine cher au cœur de Lauren qui avait toujours témoigné d'une grande tendresse envers tous les animaux. Afin de rendre un hommage permanent à cette jeune fille, tout en honorant la résilience de Makela,
une statue a été installée sur le terrain du collège McNeil. Il s'agit d'un cheval noir, majestueux, entouré d'empreintes de pattes violettes et bleues, les couleurs préférées des deux adolescentes. Sur les flancs de la statue, on pouvait lire ces mots : amour, rire, vie, unique. Une inscription simple mais poignante, à l'image de la jeune fille qu'ils avaient perdue. Mais pendant que la communauté tentait de guérir, la famille de Lorraine avait engagé un nouveau combat, celui pour un changement de loi. En mars 2017, alors que Cody Lott était toujours incarcéré, ils ont lancé une campagne pour faire adopter ce qu'ils voulaient nommer la loi Lorraine. Cette législation, si elle était adoptée, imposerait automatiquement la peine de mort ou la prison à perpétuité à toute personne reconnue coupable d'un meurtre d'un enfant de moins de 15 ans. Et la loi qui était actuelle, mise à jour en 2011, couvrait uniquement les victimes jusqu'à l'âge de 10 ans. De ce fait, les proches de Lorraine réclamaient son élargissement pour mieux protéger les adolescents. De leur côté, la mère et le beau-père de Cody menaient leur propre bataille, mais pour des raisons bien différentes. Ils ont intenté une action contre la ville de Wichita Falls, afin de récupérer plusieurs objets confisqués lors de l'arrestation, des armes à feu, des munitions, le véhicule et une camionnette. Le temps a passé et avec lui est arrivé le premier anniversaire de la mort de Lorraine. Pour commémorer sa mémoire, ses proches ont organisé un rassemblement dans l'un de ses lieux préférés, le parc aquatique de la ville. Ce jour-là, amis et famille se sont réunis pour se souvenir d'elle en faisant ce qu'elle aimait faire, rire, jouer et partager des moments simples sous le soleil. En hommage, le parc a décidé de reverser l'ensemble des recettes de la journée à des associations de défense des animaux. Quelques mois plus tard, à l'aube de 2018, les familles ont été informées qu'une date de procès provisoire pour Cody Lott avait été fixée pour mars. Mais alors que certaines pensaient enfin voir la justice prendre son cours, un nouveau rebondissement est finalement venu tout retarder. Les avocats de Cody ont plaidé qu'il était inapte à comparaître en se basant sur une évaluation d'un expert en santé mentale. Le tribunal a accepté de suspendre la procédure en ordonnant une série d'évaluations supplémentaires effectuées dans un délai de 30 jours. Les nouvelles expertises ont finalement révélé une réalité bien différente. Bien que Cody ait bel et bien été diagnostiqué avec des maladies mentales, les experts ont conclu qu'il était parfaitement conscient de la gravité de ses actes au moment des faits. Le procureur Randall Price a expliqué que son usage quotidien de marijuana et d'opioïdes aurait pu provoquer une rupture momentanée avec la réalité, mais plusieurs éléments démontraient que Cody avait agi en pleine conscience. Il avait, par exemple, tenté d'échapper à la police, puis de cacher son crime, des signes clairs qu'il savait très bien que ce qu'il faisait était mal. Plus troublant encore, selon les témoins de ces entretiens, Cody souriait en parlant des meurtres. Quoi qu'il en soit, le procès de Cody Lott a finalement été fixé au 10 septembre 2018, soit presque 2 ans, jour pour jour, après le meurtre de Lorraine. L'attente avait été longue et douloureuse pour les familles, mais l'heure était enfin venue pour Cody de répondre de ses actes. Quelques semaines avant cette date cruciale, en juillet 2018, les parents de Lorraine ont décidé d'entamer une procédure civile contre Cody et sa famille, réclamant $1 million de dommages et intérêts. Le procès visait aussi la mère et le beau-père de Cody, car ce dernier avait utilisé non seulement une arme à feu et des munitions leur appartenant, mais également leur véhicule pour commettre son crime. Ce qui a aggravé la situation, c'est que Cody n'avait aucun permis de conduire valide au Texas et que malgré ça, ses proches l'avaient laissé conduire régulièrement le véhicule. Pire encore, au moment des faits, ses parents étaient en voyage au Mexique, lui laissant alors un accès complet à leur arsenal et à leur voiture, bien qu'ils aient été pleinement conscients de son passé criminel, qui incluait déjà des faits d'usage d'armes à feu, ainsi qu'un état mental instable. De ce fait, les Landavazo ont donc décidé de porter plainte pour négligence grave. Même s'il n'existe aucune trace publique indiquant l'issue de cette procédure, nombreux sont ceux qui espèrent que la justice civile ait reconnu leur douleur et la responsabilité indirecte des parents qui entouraient Cody. Pour revenir au procès de ce dernier, le jour du procès, l'émotion était plus que palpable dans la salle d'audience. Cody, désormais face à ses juges et à la famille de Lorraine, allait devoir assumer l'entière responsabilité de ce qu'il avait fait. Le procureur du district Maureen Shelton, accompagné du procureur en chef Ron Poole, a présenté Cody comme un tueur méthodique. Ils ont expliqué qu'il avait traqué Lorraine pendant près d'1 an, nourrissant une obsession malsaine qui s'était transformée en haine. Ce jour-là, a-t-il dit, Makayla aussi aurait dû mourir si Cody n'avait pas manqué de munitions.
Son plan était clair, réfléchi, et l'ensemble de ses gestes avant, pendant et après l'attaque démontraient qu'il agissait en pleine conscience. Il avait planqué l'arme, puis était revenu le remettre à sa place, et lorsqu'il a été arrêté, 48 heures après les faits, il avait répondu de manière évasive mais cohérente et surtout pas comme quelqu'un de délirant, contrairement à ce que sa défense tentait de faire croire. Ses actions démontraient qu'il savait distinguer largement le bien du mal. Pour appuyer leurs propos, l'accusation a fait appel à plusieurs camarades de classe de Lorraine et Makela. Beaucoup ont raconté qu'au départ, ils avaient cru entendre des pétards, jusqu'à ce qu'ils voient Lorraine s'écrouler au sol et Makela courir, paniquée, dans leur direction. Mais c'est Makela elle-même, alors âgée de 15 ans au moment du procès, qui a été le témoignage central de l'affaire. Devant une salle d'audience silencieuse et émue, elle a raconté chaque détail de ce jour où sa vie et celle de Lorraine ont finalement basculé. Elle se souvient du moment où la voiture s'était arrêtée. Elle avait croisé le regard de Cody, l'avait vu tendre la main pour attraper quelque chose, elle ignorait encore qu'il s'agissait d'une arme. Puis, sans prévenir, il avait braqué le pistolet vers elle. Elle avait tenté de fuir, mais une douleur soudaine l'avait finalement fauchée. Elle ne savait pas exactement où elle avait été touchée, mais elle se souvenait d'avoir eu du mal à respirer. Elle avait continué à courir, terrifiée, entendant les balles siffler dans son dos, certaine qu'elle allait être touchée à nouveau. En rejoignant ses camarades, elle s'était retournée et avait compris. Les autres balles étaient pour Lorraine. Elle avait hurlé son nom, encore et encore, mais n'avait reçu aucune réponse. Elle avait ensuite appelé sa mère, dont nous avons déjà parlé un peu plus tôt, dans un appel déchirant. Après le témoignage de la jeune fille, le silence est retombé dans la salle. Puis le jury a été confronté à des preuves graphiques, des photos de l'autopsie de Lorraine, ses vêtements et ses bijoux qui sont complètement tachés de sang, des fragments de balles encore incrustés dans ses cheveux. Bref, c'est des images vraiment horribles et l'audience entière en a été bouleversée. L'accusation avait encore quelques éléments puissants à présenter, des preuves qui allaient renforcer davantage l'image de Cody Lott aux yeux du jury. 2 enregistrements audio ont été diffusés dans la salle d'audience. Le premier était une conversation téléphonique entre Cody et sa propre mère, Christy, enregistrée alors qu'il se trouvait en prison. L'appel avait d'abord été pris par le beau-père de Cody, qui avait indiqué que Christy était occupée et ne pouvait pas répondre tout de suite. Lorsqu'il avait finalement pris l'appel, elle n'était pas préparée à ce qu'elle allait entendre, des mots qui allaient la marquer à jamais. Cody, sans la moindre hésitation, lui avait annoncé avoir été arrêté pour le meurtre d'une jeune fille. Il avait précisé, d'un ton étonnamment calme, qu'il avait avoué ce crime, comme s'il parlait d'un fait quelconque. Christy, complètement bouleversée par cette nouvelle qui vient d'apprendre que son fils a été arrêté pour meurtre et qu'en plus il avait avoué ce dernier, avait tenté de comprendre s'il confessait réellement avoir commis l'acte ou s'il avait simplement dit ce qu'on attendait de lui. Mais la réponse de son fils avait été sans équivoque. Il avait bel et bien tué cette fille. Cette déclaration, nette et froide, avait figé la salle d'audience. Christy, sous le choc, avait mis un terme à la conversation par une phrase cinglante, glaçante, lui annonçant qu'il n'avait plus qu'à s'amuser en prison pour le reste de sa vie. Un silence pesant avait envahi la salle d'audience. Le second enregistrement, encore plus troublant, avait été capté à l'intérieur de la voiture de patrouille où Cody avait été placé après son arrestation. Bien que la qualité sonore de l'enregistrement original fût complètement médiocre, une version améliorée avait été présentée à la cour. On y entendait Cody, dans un murmure brisé, supplier Jésus de lui pardonner, répétant sa prière dans un chuchotement empreint de détresse. La défense avait tenté de faire relier cet enregistrement, arguant que le son avait été trop altéré et que son amélioration compromettait son authenticité. Mais le juge a finalement autorisé sa diffusion, estimant que le contenu pouvait être pertinent pour le jury. Puis, la défense a pris le relais, jouant sa dernière carte, celle de la maladie mentale de Cody. Leur stratégie reposait sur le témoignage d'un expert, le docteur Brian Falls, le psychologue qui, quelques mois auparavant, avait déclaré Cody inapte à comparaître pour le procès initial prévu en mars 2018. Le docteur Falls avait expliqué qu'il avait évalué Cody et confirmé le diagnostic déjà établi lors de l'épisode survenu chez sa grand-mère en 2015. Trouble schizoaffectif. Il a affirmé que Cody entendait des voix, notamment la veille du meurtre. Ces voix lui auraient ordonné de tuer et l'aurait convaincu que cela en vaudrait la peine. Selon lui,
Cody était alors simplement victime de pensées intrusives puissantes, incapable d'être contrôlé et qui n'avait pas agi en pleine possession de ses moyens. Ce témoignage entrait en contradiction directe avec celui du Dr Price, l'expert présenté par l'accusation qui avait décrit un homme cohérent, capable de planifier et de comprendre parfaitement la gravité de ses actes. Les deux parties ont alors clôturé leur argument. Il ne faisait aucun doute que Cody Lott avait tué Lorraine et blessé Makayla. Le seul point à trancher était le suivant. Était-il pénalement responsable? Était-il, au moment du crime, légalement fou? Ou devait-il répondre de ses actes comme n'importe quel autre individu? Le jury a délibéré seulement en 40 minutes. C'est extrêmement court. Le 19 septembre 2018, il a rendu son verdict. Cody Lott a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Lorraine et d'agression aggravée pour les blessures infligées à Makayla. Le moment le plus intense de l'audience est venu juste après, lors des déclarations d'impact des victimes. C'est Vernon, le père de Lorraine, qui s'est levé, la voix nouée mais déterminée, pour s'adresser directement à l'homme qui avait complètement brisé sa vie. Face à Cody, il a prononcé des mots lourds de douleur. Cody, regardez-moi. Pendant que je vous écoutais parler, c'était la première fois que j'entendais votre voix. La seule autre fois où j'avais vu votre visage, c'était sur une photo d'identité, puis lors des audiences préliminaires auxquelles nous assistions. Et sur cette photo, dans cette salle, vous aviez l'air méchant, plein de haine. Vous aviez l'air tordu. Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous avez l'air tordu. Vous avez l'air méchant. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune pitié pour vous. Tout ce à quoi Vernon avait pu penser, c'était ce que Cody leur avait enlevé, ce qui leur avait pris. Pas seulement une vie, mais un futur, un bonheur, un lien irremplaçable. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser une tonne. Et pourtant, il a continué, droit dans ses bottes, le regard fixé sur le jeune homme qui avait changé leur existence à jamais. Il a raconté qu'après que Cody ait été envoyé en traitement, qu'il ait reçu des médicaments pendant sa détention et qu'il ait bénéficié d'un accompagnement psychiatrique, il était revenu au tribunal pour une nouvelle audience. Et à cet instant précis, Vernon avait été frappé par quelque chose d'inattendu. Quand Cody avait franchi les portes de la salle d'audience, il avait vu un changement profond dans son visage. Ce n'était plus le regard sombre et fermé qu'il avait aperçu dans les photos d'identité judiciaire, ni même le visage froid qu'il avait croisé pendant les premières audiences. Ce jour-là, il avait vu, selon ses mots, un jeune homme complètement perdu, un petit garçon effrayé, assis là, conscient du poids de ses actes. Et Vernon l'a dit, pour la première fois, il avait eu pitié de lui. Il a déclaré ceci. Je ne pouvais pas m'empêcher de le ressentir. J'avais pitié de ce que vous étiez devenu, de ce que vous aviez dû vivre pour en arriver à un tel vide, à une telle noirceur. Mais aussitôt, cette compassion lui avait inspiré de la honte. Il s'est senti mal d'avoir éprouvé ne serait-ce qu'un brin d'humanité envers quelqu'un qui avait détruit tant de vies. Il n'en avait parlé à personne, pas même à sa femme. Et c'est seulement la veille, a-t-il avoué à la cour, qu'il avait découvert que Bianca, sa femme, avait ressenti exactement la même chose ce jour-là. Mais tous les deux étaient restés silencieux, paralysés par la honte et le poids de l'inacceptable. Vernon a regardé Cody droit dans les yeux et lui a dit ceci. Malgré le mal que vous avez fait à notre fille, malgré le traumatisme laissé chez tous les enfants présents ce jour-là, malgré le mal immense, j'ai quand même pitié de vous. J'essaie encore aujourd'hui de trouver un moyen de vous pardonner, de ne pas vous haïr. Parce que dans mon cœur, vous restez un être humain. Et j'essaye de traiter les autres comme je voudrais que l'on traite. Il expliquait que ses enfants étaient ce qu'il avait de plus précieux. Que l'amour qu'un parent porte à son enfant est le trésor le plus pur, le plus authentique qui soit, au-delà de toute richesse, de tout statut et de tout pouvoir. Avant de conclure, Vernon a souligné que Lorraine, de son vivant, aurait été la première personne à lui tendre la main s'il avait un jour demandé de l'aide. Elle l'aurait écouté, elle aurait essayé de le comprendre. Et cette pensée, cette simple idée, rendait la tragédie encore plus insupportable. L'accusation, de son côté, avait naturellement demandé la peine maximale, la réclusion en perpétuité. Mais la décision finale appartenait au jury. Une nouvelle fois, il a suivi les réquisitions du ministère public. Cody Lott, alors âgé de 22 ans, a été condamné à la prison à vie, assorti de 20 ans supplémentaires pour l'accusation d'agression aggravée. Il a également écopé d'une amende de 20 000 $. Mais il faut quand même souligner une chose. Malgré la mention de prison à vie,
La législation de l'État permet à une personne condamnée à la perpétuité de demander une libération conditionnelle après 30 ans de détention. Ce qui signifie qu'un jour, Cody pourrait potentiellement retrouver la liberté. Et cette idée, elle est difficile à avaler pour beaucoup de personnes. Bien entendu, la défense n'a pas tardé non plus à réagir face à cette condamnation. Elle a fait appel à cette dernière, mais heureusement, la Cour a rejeté cette demande, et donc la peine de Cody est confirmée, c'est la prison à vie, sauf si un jour, après 30 ans de prison, on lui accorde d'être de nouveau dans la société, mais ça j'en doute. Concernant le projet de loi Lorraine, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, les Landavazo n'ont jamais cessé de se battre pour que la tragédie qui avait coûté la vie à leur fille ait un sens, un impact durable pour l'avenir. Dès le mois de juillet, ils ont lancé un combat législatif. Ils voulaient que les victimes de crimes comme celui de Lorraine ne soient plus jamais réduites à des lignes dans un dossier, que la justice prenne davantage en compte les conséquences humaines de ces actes monstrueux. Mais les mois ont passé et absolument rien n'a bougé. En novembre 2018, ne voyant aucune avancée, ils ont redéposé leur proposition. Il était trop tard pour que la loi s'applique au cas de Lorraine, mais ce n'était plus leur priorité. Ce qu'ils voulaient, c'était protéger les autres, les futures victimes, les futures familles brisées comme la leur, éviter d'autres nuits blanches, d'autres interrogations insoutenables sur les peines, sur la manière dont la justice traite les monstres. Et leur combat a enfin fini par porter ses fruits. En juin 2019, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a officiellement signé ce texte tant attendu. La loi de Lorraine allait enfin exister. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, la veille du 3e anniversaire du meurtre de Lorraine. Un symbole très fort pour sa famille, une victoire amère, mais essentielle pour l'avenir. Mais le mal a malheureusement continué à rôder, même après le procès, même après la condamnation. En octobre 2020, la famille de Lorraine et celle de Makela ont été de nouveau frappées d'une autre manière, tout aussi injuste. Le 1er octobre, le mémorial érigé en l'honneur des filles, une statue de cheval soigneusement pensée, émotive et symbolique, a été arraché de ses fondations et complètement volé. Quelques jours plus tard, après une mobilisation importante de la communauté et une enquête intensive, la statue a été retrouvée en morceaux, complètement brisée, abandonnée dans une grange du comté voisin. Cette découverte a évidemment laissé la ville sans voix. Ce monument, c'était bien plus qu'une œuvre, c'était un lieu de mémoire, un point de rassemblement, un espace de recueil, et le voir ainsi détruit, c'était raviver la douleur. Et pourtant, la communauté s'est relevée encore une fois. La police a ouvert une ligne spéciale pour recueillir des témoignages, et très vite, les noms de 4 jeunes hommes sont apparus. Zachary Kaiser, âgé de 19 ans, et Tyler Darland ont été arrêtés les premiers. 2 mois après les faits, ils ont été inculpés pour vol et destruction de biens publics. Leurs complices, Dakota James et Braden Seward, ont été interpellés peu de temps après. Zachary Kaiser a été reconnu coupable et le juge l'a condamné à payer $400 de restitution ainsi qu'à 2 ans de prison. Mais lors de l'audience, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Les parents de Lorraine ont demandé eux-mêmes à ce que sa peine soit suspendue. Ils ont expliqué qu'ils pensaient que la prison ne ferait que renforcer sa colère, sa haine du monde, et qu'il avait peut-être plus de chances de changer s'il avait une seconde chance en liberté surveillée. Ce geste de compassion, inimaginable pour certains, disait tout de leur grandeur d'âme, de leur humanité, malgré l'enfer qu'ils avaient vécu quelque temps auparavant. Mais malheureusement, l'espoir a une nouvelle fois été de courte durée. Seulement 4 mois après avoir obtenu cette clémence, Zachary a de nouveau violé les termes de sa liberté conditionnelle. Il a donc cette fois-ci été envoyé en prison pour purger le reste de sa peine. Heureusement, la communauté ne s'est pas non plus arrêtée là, puisque les amis, les voisins, les anciens camarades de Lorraine, tout le monde s'est mobilisé pour faire renaître le mémorial. Et de ce fait, nous voici au 27 mai 2021, lorsqu'un nouveau monument a été inauguré, et cette fois-ci, juste devant l'école. Et c'est de cette manière que se termine l'affaire de Lorraine Landavazo, et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.